Bonjour tout le monde. Donc, je vais essayer de traiter l'exercice 2 de la série numéro 1 concernant le module physique subatomique. Donc, dans cette série, on va tout simplement essayer de parler un petit peu du modèle de la goutte liquide et de la formule de l'énergie de liaison, c'est-à-dire la formule de Weizsäcker. Donc, avant de commencer, essayons de lire l'énoncé de l'exercice. Donc on vous dit le noyau AZ étant supposé une sphère de rayon grand R chargée uniformément avec une densité de charge ρ. Déterminez ρ et calculez l'énergie coulombienne du noyau et du proton. On vous dit un proton tout seul n'ayant pas d'énergie coulombienne, on corrige la formule obtenue en soustrayant l'énergie des Z protons isolés. On vous dit aussi qu'on suppose que le rayon du noyau R est égal à R0 à la puissance 1 tiers. Donc, pour répondre à cette question, la première partie de la question, c'est-à-dire la densité de charge. La densité de charge, ce n'est rien d'autre que la charge divisée par le volume occupé. Donc, dans notre cas, la charge, c'est la charge du noyau. Le noyau, il contient Z protons. Donc, il contient donc une charge qui est égale à ZE. Ce noyau est considéré comme sphérique. Donc, le volume, c'est le volume d'une sphère, V égale 4 tiers de pi R3. Donc, si je remplace la charge divisée par le volume, donc je vais obtenir ρ égale 3ZE sur 4pi R3. Donc, je suppose que cette densité est uniforme à l'intérieur du noyau. La deuxième partie de la question, on vous demande de calculer l'énergie coulombienne. Donc, l'énergie coulombienne, c'est tout simplement l'énergie nécessaire pour ramener progressivement des couches sphériques, de l'infini jusqu'à la position du noyau. Donc, si je considère dW comme étant l'énergie nécessaire pour ramener une couche sphérique de rayon R et d'épaisseur dr et de charge dq égale ρ multiplié par dv, c'est-à-dire ρ multiplié par 4pi R de dr, donc je dois la ramener jusqu'à la position du noyau. Donc, comme l'indique, si vous voulez, la figure suivante. D'accord? Donc, ça, c'est la sphère. Je suppose qu'il y a déjà une sphère de rayon petit r. Et je ramène, si vous voulez, des couches sphériques. C'est ça, la couche sphérique. D'accord? Qui porte la charge dq. Donc, on doit la ramener de l'infini jusqu'à cette position. Donc, pour l'énergie qu'il faut, si vous voulez, fournir dans ce cas-là, c'est dW qui est égal à V, c'est-à-dire le potentiel créé par cette sphère de rayon petit r, multiplié par la charge dq que j'ai ramenée. V, c'est le potentiel de la sphère chargée, c'est tout simplement Q sur 4pi epsilon 0 r, donc multiplié par dq, ça nous donne dW. Donc si je remplace Q et dq par leur expression, donc je peux obtenir ρ carré 4pi r4 dr sur 3 epsilon 0. Maintenant, pour avoir une première estimation de l'énergie coulombienne, que je note BC', donc on peut l'obtenir jusqu'à ce que je forme, c'est-à-dire pour l'énergie coulombienne, c'est pour former tout le noyau, ramener toutes les charges et former le noyau de rayon grand R. Donc dans ce cas-là, je suis obligé d'intégrer, parce que la variable ici c'est R, donc je suis obligé d'intégrer dW, donc l'énergie coulombienne BC', c'est tout simplement l'intégrale de dW, c'est-à-dire l'intégrale de cette quantité-là. Donc si j'intègre entre 0, jusqu'au rayon du noyau. Donc dans ce cas-là, je vais obtenir B'C de Z qui est égal à 3Z carré E carré sur 20pi epsilon 0 R. Ensuite, on nous dit que le proton tout seul n'ayant pas d'énergie coulombienne, et dans la formule précédente, si je remplace Z égale 1, c'est-à-dire le proton, c'est-à-dire BC Z égale 1, ou bien B'C du proton, je trouve 3 E carré sur 20pi epsilon 0 R. Donc ça, c'est pas une énergie coulombienne, donc ça, c'est une énergie intrinsèque, puisque le proton, si vous voulez, préexiste à l'intérieur du noyau, on ne les a pas fabriqués, donc il préexiste à l'intérieur du noyau. Donc cette quantité-là, c'est une énergie intrinsèque qui, si on veut, c'est tout simplement l'énergie qu'il faut pour rassembler les protons à l'intérieur du noyau. Il ne fait pas partie de l'énergie coulombienne. Or, il est intégré, ou il fait partie, si vous voulez, de l'énergie que j'ai calculée tout à l'heure, B'C de Z. Donc, pour avoir l'énergie coulombienne corrigée, je suis obligé donc de soustraire donc B
C de Z, l'énergie corrigée, l'énergie coulombienne corrigée, ce n'est rien d'autre que B'C de Z qu'on avait calculé avant, moins Z fois l'énergie de chaque proton, parce que ça c'est l'énergie d'un seul proton, et nous on a, si vous voulez, Z protons. Donc je suis obligé de soustraire les Z, l'énergie, si vous voulez, correspondant à Z protons, donc Z fois B'C de P. Donc si je remplace, je vais obtenir cette expression-là, et vous voyez qu'il est fonction de R. D'accord. On nous dit dans l'énoncé que R est égal à R0 à la puissance entière. Donc si je remplace, je vais obtenir cette expression-là. Éventuellement, R égale R0 à la puissance entière, vous savez d'où ça vient. C'est tout simplement c'est une hypothèse du modèle de la goutte liquide qui suppose que la densité de la matière nucléaire c'est égal à une constante D égale A sur A sur le volume, c'est-à-dire cafetière de pi R3. Donc de là, puisque D égale constante, A égale constante, donc je peux avoir R égale R0, une constante multipliée par A à la puissance entière. D'accord? Voilà donc en ce qui concerne cette énergie coulombienne. Par la suite de l'exercice, on vous dit la formule de Weizsäcker de l'énergie de liaison pour un noyau avec A impair. On signale bien ici A impair. Donc c'est écrit sous cette forme-là, BAZ qui est égal à VA moins AS A 2 tiers moins AC Z facteur Z moins 1 sur A puissance entière moins AA N moins Z au carré sur A. Donc là, on vous dit d'en déduire du résultat de la question précédente la valeur de AC. Donc avant de donner la solution de ça, je rappelle les différents termes qu'on a dans cette expression. Donc BAZ, c'est tout simplement l'énergie de liaison du noyau contenant A nucléon, c'est-à-dire Z proton et neutron. D'accord. Ensuite, AVA, c'est ce qu'on appelle l'énergie de volume. D'accord. Parce qu'il est proportionnel à A, parce que si je reprends l'expression R égale R0 à la puissance entière, le volume il est proportionnel à R3, donc à la puissance entière, à la puissance 3, ça nous donne A. Donc si vous voulez, le volume il est proportionnel à A. D'accord. Et d'où le nom, si vous voulez, l'énergie de volume. Et ça, si vous voulez, par l'analogie qu'on peut faire, c'est-à-dire si je prends le cas d'une goutte d'un liquide, donc si pour casser ou pour dissocier cette goutte d'un liquide, l'énergie qu'il faut fournir est proportionnelle au nombre de constituants. Dans le cas par exemple du goutte d'eau, c'est les molécules. Donc dans notre cas-là, le noyau, cette énergie-là, il est proportionnelle également au nombre de constituants du noyau. Et les constituants du noyau sont les neutrons et les protons. Donc comme nous avons A nucléon, donc Z proton plus N neutron, ça nous donne A nucléon. Donc ça c'est donc l'énergie de ce que j'appelle l'énergie de volume. Maintenant, si vous voulez, la première correction qu'on a faite, d'accord, parce que le premier terme, ça suppose que le volume, si vous voulez, est infini. D'accord. Donc on va faire maintenant les corrections à cette énergie de volume. La première correction, c'est ce qu'on appelle énergie de surface. Donc AS à la puissance 2 tiers, c'est une énergie de surface. Donc comme vous voyez, il est proportionnel à A à la puissance 2 tiers, la même chose. Donc la surface d'une sphère, c'est 4pi r au carré, donc il est proportionnel à r carré. R, il est proportionnel à A à la puissance 1 tiers. Donc R carré, il est proportionnel à A à la puissance 2 tiers. Donc ça, c'est l'énergie de surface. Et ça, c'est dû au fait que les nucléons qui se trouvent en surface du noyau subissent moins de liaisons si je les compare aux nucléons qui se trouvent à l'intérieur du noyau, qui sont entourés partout. Donc les nucléons en surface subissent moins de liaisons. Donc ça diminue l'énergie de liaison du noyau. Donc c'est pour ça, si vous voulez, on va les compter négativement. Donc c'est le signe moins, ça vient de ça, parce que les nucléons en surface subissent moins de liaisons. Donc ça diminue, ça sous-estime, si vous voulez, l'énergie de volume. Le troisième terme, c'est l'énergie coulombienne. Donc ça, c'est tout simplement dû, vous voyez que je retrouve Z facteur de Z-1 sur A à la puissance entière, que j'ai déjà trouvé dans le cas de l'énergie coulombienne qu'on avait calculée avant. D'accord. Donc ça, c'est cette énergie-là, son origine, c'est la répulsion coulombienne à l'intérieur du noyau. Comme vous le savez, vous avez des protons à l'intérieur du noyau, et les protons, ils ont la même charge. Donc il y a une répulsion coulombienne qui s'exerce entre les différents protons
D'accord? Et ça, si vous voulez, les forces nucléaires sont attractives et les forces coulombiennes sont répulsives. Donc, si vous voulez, ces forces-là, ils tendent à diminuer l'énergie de liaison, à déstabiliser le noyau, donc diminuer l'énergie de liaison. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, on les compte là aussi d'une manière négative. Ensuite, le dernier terme, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'asymétrie. C'est un terme qui est purement quantique. Donc, ceci, on peut l'expliquer par le fait que les noyaux légers, ils ont en général, si vous voulez, n est égal à z. D'accord? Par contre, lorsque z est en général supérieur à 60, on constate que n devient plus grand que z. Pourquoi? Parce que à partir de z égale 60 ou voisinage de 60, donc nous avons, si vous voulez, la répulsion coulombienne qui devient très importante, d'accord? Et les forces nucléaires, ils sont toujours les mêmes. Donc ça, ces forces nucléaires, ils déstabilisent là aussi. Ils peuvent devenir, si vous voulez, prédominants à un certain moment. Donc pour cela, si vous voulez, le noyau, il a tendance à augmenter le nombre de neutrons. Il a tendance à augmenter, si vous voulez, le nombre de neutrons par rapport au nombre de protons. On peut donner l'exemple, par exemple, l'uranium-235. Si je calcule le N sur Z, c'est-à-dire le nombre de neutrons sur le nombre de protons, on trouve quelque chose de l'ordre de 1,5. Vous voyez que N est égal à 1,5 fois le nombre de protons. Et pour tenir compte de cet effet-là, donc on peut l'expliquer, on va le voir dans le cadre du modèle de gaz de Fermi. Par exemple, si je calcule l'énergie cinétique pour un noyau symétrique et un noyau asymétrique, je trouve que l'énergie cinétique, si vous voulez, des nucléons à l'intérieur du noyau est plus grande lorsque N est plus grande que Z. D'accord? Et ça, on va le voir, si vous voulez, dans le modèle de... Et ça, si vous voulez, ça diminue l'énergie de liaison parce qu'il y a une certaine... Les nucléons, ils ont plus d'énergie cinétique, donc ils déstabilisent le noyau et ça diminue l'énergie de liaison. Donc on va la compter là aussi d'une manière négative. D'accord? Donc ça c'est pour les noyaux, comme j'ai dit, pour les noyaux qui ont le A impair. Pour les noyaux qui sont paires A pair, c'est-à-dire le noyau Z pair, N pair ou bien Z impair et N impair, donc là il y a un autre terme qui s'ajoute ici, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'appariement. D'accord? Et cette énergie-là, ça on va le voir si vous voulez dans la dernière question lorsqu'on va traiter le cas A pair. D'accord? Voilà en ce qui concerne donc, cette formule. Maintenant, pour en déduire la valeur de AC. D'accord? Donc si je prends l'énergie coulombienne qui est ici, donc vous avez AC Z facteur de Z moins 1 sur A à la puissance 1 tiers, et l'énergie coulombienne, on l'avait calculée avant pour une sphère chargée en volume, et on a trouvé la même chose. Vous constatez le terme Z facteur de Z moins 1 sur A à la puissance 1 tiers, il existe ici et là. Donc le reste, c'est-à-dire 3e carré sur 20 pi epsilon 0 R0, c'est tout simplement le AC. Donc AC, à partir de ce que j'ai dit, donc AC sera égal tout simplement à 3e carré sur 20 pi epsilon 0 R0. Donc par la suite, la question qui vient par la suite, on vous dit calculer en fonction de AC et de A la différence d'énergie de liaison entre deux noyaux miroirs, delta B égale BZN moins BNZ avec N égale Z plus 4. Donc pour répondre à ça, la première chose à connaître, c'est qu'est-ce que c'est que deux noyaux miroirs. Donc on avait dit deux noyaux miroirs sont deux noyaux isobars, d'accord, dont le nombre de protons de l'un est égal au nombre de neutrons de l'autre, c'est-à-dire deux noyaux qui interchangent le N et le Z, d'accord. Donc ce sont des noyaux qui ont le même A et qui interchangent le N et le Z, mais A reste toujours constante, d'accord. Donc dans le cas qu'on nous dit ici, on nous dit N égale Z plus 4, d'accord, de noyau miroir, donc NZ avec N est égal tout simplement à Z plus 4. Donc le noyau qui miroir ici, il va avoir B sans Z, ça va être égal à Z plus 4, d'accord, et le nombre de neutrons, ça va être égal à Z, d'accord. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, pour faire cet exercice, si je prends la formule de Weizsäcker et je fais la différence, je constate que A, dans notre cas là, c'est des constantes parce que je parle des isobars. Et donc si A égale constante, ça veut dire que dans la partie de l'énergie de la symétrie où on a le N, donc N ce n'est rien d'autre que A moins Z. Donc si je remplace N par A moins Z, et je constate que la formule va s'exprimer, l'énergie de liaison va s'exprimer uniquement en fonction de Z et de A, puisque A égale une constante, donc Z
la seule variable, c'est tout simplement le Z. Donc, lorsque je fais la différence de deux noyaux miroirs, donc tous les termes qui ne contiennent pas le Z, ils vont s'annuler 2 à 2. Il va rester uniquement le terme en Z. Donc, dans notre cas-là, donc delta B, ça va être BZ, et le nombre de neutrons, c'est Z plus 4, moins B, Z, et le nombre de, si vous voulez, le Z plus 4, et le nombre de neutrons est égal à Z. Donc, si je remplace dans l'expression de l'énergie de liaison, ou bien de la différence d'énergie coulombienne, donc c'est uniquement le terme coulombien qui va rester, les autres termes ils vont s'annuler parce qu'ils dépendent uniquement de A et des constantes AV, AS, etc. Donc ils vont s'annuler 2 à 2, il va rester la différence d'énergie coulombienne. Donc si je fais ça, si je fais la différence, donc je vais obtenir delta B égale 4AC sur A à la puissance 1 tiers de Z plus 3, et ça ce n'est rien d'autre que 4AC sur A à la puissance 1 tiers, parce que de Z plus 3 c'est tout simplement A moins 1, dans notre cas. D'accord? Donc voilà, si vous voulez, cette différence d'énergie de liaison, vous constatez que si je connais delta B, je peux déterminer AC, d'accord? Ou bien si je connais AC et A, donc je peux déterminer delta B. Donc comme application, on vous dit dans la question qui suit, sachant que l'énergie de liaison du soufre égale 209,412 MeV et celle de Mg1228 est égale 231,616. Donc on vous demande de calculer la valeur en MeV du paramètre AC. D'accord? On vous demande donc, on vous donne l'énergie de liaison et on vous demande de calculer AC. Donc dans notre cas là, vous voyez que si je regarde bien le noyau, donc ils sont deux noyaux isobares, 28, 28. Et ici j'ai Z égale 16, N égale 12. Et ici j'ai Z égale 12, N égale 16. Donc ce sont deux noyaux miroirs. Et avec n égale à z plus 4, d'accord? Avec n ici qui est 16 est égal à 12 plus 4. Donc je peux appliquer la relation que j'ai trouvée avant, donc delta B égale 4AC sur A à la puissance 1 tiers, d'accord? Donc d'où j'obtiens donc AC égale delta B à la puissance 1 tiers sur 4 facteurs de A moins 1. Donc A je la connais, c'est 28. Delta B, c'est tout simplement 231,616 moins 209,412 et j'obtiens donc la valeur de AC, c'est 0,624 MeV. Donc voilà, si vous voulez, ce terme d'énergie, l'énergie coulombienne AC, le terme AC. Ensuite, on vous demande d'en déduire la valeur de R0. Donc là, si vous vous en souvenez, la formule 1 qui donne AC en fonction de R0, d'accord? Donc en utilisant cette formule numéro 1, d'accord, et je peux en déduire. La formule numéro 1, c'était tout simplement AC égale 3e carré sur 20 pi epsilon 0 R0. Donc puisque maintenant je connais AC, donc je peux avoir R0 égale 3e carré sur 20 pi epsilon 0 AC. Et si je fais l'application numérique, je trouve 1,38 10-15 mètres, c'est-à-dire 1,38 femtomètres. Ensuite, la suite de la question montrait que pour A fixé impair, d'accord, c'est-à-dire il n'y a pas d'énergie d'appariement, BAZ peut s'écrire sous la forme BZA égale AZ carré plus BZ plus C. D'accord? Là, je fixe le A, d'accord? Et si vous voulez, le N qui est dans l'énergie de la symétrie, ça va être tout simplement N égale A moins Z. Je remplace N par A moins Z. Et je constate que la formule va dépendre uniquement de A et de Z. Or, A, c'est une constante, donc il va dépendre uniquement de Z. D'accord? Maintenant, si je regroupe tous les termes en Z carré, les termes en Z et les termes qui sont constants, d'accord? Donc, je peux avoir la formule, si vous voulez, sous cette forme-là. D'accord? Donc, si je remplace, vous voyez que ça me donne quelque chose de ce genre. Donc, BZ égale un premier terme, Z carré, plus deuxième terme, Z, plus un autre terme qui est C, qui est une constante. Donc ça, ce sont des constantes parce que A égale constante, etc. Ça dépend uniquement il y a uniquement, ça c'est les termes qui sont avant le Z, et là c'est le Z carré. Donc vous voyez que ça c'est AZ carré plus BZ plus C qu'on nous demande de montrer. Avec éventuellement A qui c'est égal à cette quantité, B c'est celle-là, et C égal à cette quantité. Donc, ensuite, on vous demande de calculer la valeur Z0 de Z donnant le maximum de B. Z0 correspond à l'isobar fictif le plus stable. Maintenant, si je reviens à l'expression, parce que je travaille maintenant avec des isobars,
c'est-à-dire A égale constante. Donc j'ai pu écrire l'expression de l'énergie de liaison en fonction uniquement de Z, c'est-à-dire AZ carré plus BZ plus C. Or ça, ce n'est rien d'autre que l'équation d'une parabole. D'accord? Donc cette parabole, il va croître, hein, il passe par un maximum, ensuite il va décroître. D'accord? Et les noyaux, si vous voulez, en fonction de Z, ils vont se placer sur cette parabole, si je trace le B en fonction de Z. D'accord? Donc je constate que cette parabole, elle va passer, si vous voulez, par un maximum et va décroître. Donc B max, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie de liaison est maximale. Et lorsque je dis énergie de liaison maximale, ça veut dire que c'est le noyau le plus stable. Puisque, comme vous le savez, un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison est maximale. D'accord? Donc on doit déterminer l'énergie maximale. Et si je connais l'énergie de liaison maximale à partir de cette équation, je peux dire que ce noyau-là, c'est le noyau le plus stable. Donc maintenant, pour déterminer le maximum, je n'ai qu'à tout simplement dériver l'expression de B par rapport à Z. Et le maximum, donc, c'est lorsque la dérivée s'annule, égale 0, pour Z égale Z0. Donc dans ce cas-là, si je dérive AZ2 plus BZ plus C, je dérive par rapport à Z, ça va me donner 2A Z0 plus B égale 0. Et je peux avoir maintenant le noyau le plus stable parmi tous les isobars. D'accord? Z0 égale moins B sur 2A. Donc, qui va me donner, si vous voulez, cette quantité, Z0 égale 4AA, etc. D'accord? Vous voyez qu'il est fonction uniquement de AA, le terme coulombien, et le nombre de masse A. D'accord? Donc, pour des isobars, donc il y a un seul isobar qui est stable, A égale constante, donc Z0 égale à cette quantité. Donc ça correspond au noyau qui a le maximum d'énergie de liaison, d'accord? Qui possède le maximum d'énergie de liaison et c'est le noyau le plus stable. Tous les autres noyaux, c'est-à-dire Z0-1, Z0-2, Z0-3, Z0-4 ou bien Z0 plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 sont des noyaux instables et doivent évoluer pour, si vous voulez, devenir stables et avoir l'énergie de liaison maximale. Donc ils doivent subir des désintégrations pour arriver à ce Z0 qui est le noyau le plus stable. Et Z0, éventuellement, ce noyau, puisqu'il possède l'énergie de liaison maximale, donc il ne va pas se désintégrer. Hein, il est stable, il va rester stable, il ne va pas devenir instable. D'accord? Donc la question qui vient par la suite, c'est une application. On vous dit de calculer Z0 pour A égale 135 et en déduire les isobars les plus stables, Z1, et tracer la courbe BAZ moins BAZ1. On donne A égale 135 et l'énergie d'asymétrie, le coefficient AA égale 29. D'accord? Donc maintenant, je peux faire tout simplement, je remplace, je connais AC, je l'avais calculé avant, AA. On me la donne. A, c'est 135, c'est fixe. D'accord? Donc, je peux faire l'application numérique et j'obtiens Z0 égale 55,83. Or, je ne connais pas un noyau qui a un Z égale 55,83, c'est fictif. Donc, on prend le noyau le plus stable, c'est le noyau qui est le plus proche de ce Z0. Dans notre cas-là, c'est tout simplement dans notre cas-là, si vous voulez, c'est Z1 égale 56 qui est le plus proche. D'accord? Donc Z1 égale 56, ça correspond au baryon 56 et A égale 135. Le baryon 135, donc c'est l'isobar le plus stable parmi tous les autres isobars, si vous voulez, qui ont le même A. D'accord? Donc éventuellement tous les autres noyaux qui ont le Z moins de 56 vont subir la désintégration, comme on va le voir, bêta moins, et les autres vont subir la désintégration bêta plus. On le voit donc sur le graphe qu'on nous demande de tracer, B de Z moins BZ1. D'accord? BZ1, c'est le B du baryon. C'est l'énergie de liaison du baryon qui est fixe. D'accord? Qui est égale à une certaine valeur. D'accord? Donc cette valeur, je vais la soustraire de la parabole. La parabole, au début, c'était comme ça. Donc c'était une parabole qui monte et descend. Maintenant, si je translate ça en enlevant, si vous voulez, en soustrayant BZ1, donc je vais avoir, si vous voulez, cette parabole qui est ici. Vous voyez que c'est dans la zone négative. D'accord? Et le noyau le plus stable éventuellement, BZ moins BZ1, c'est 56. Donc si je fais BZ moins BZ1, c'est pratiquement 0. D'accord? Parce que le maximum moins le maximum, ça me donne 0. D'accord? Donc qu'est-ce que je peux dire à partir de ce schéma-là? Vous constatez que si je prends par exemple un isobar qui
qui est ici, qui possède le Z égale 54, ce noyau-là, si vous voulez, vous voyez que son énergie de liaison n'est pas maximale. Son énergie de liaison est faible, donc ça veut dire qu'il est instable, donc automatiquement il va se désintégrer, il va subir une transformation de telle manière à augmenter son énergie de liaison et devenir un peu plus stable. Donc dans ce cas-là, il va se transformer, donc il va passer de Z égale 54 à Z égale 55. Donc ça veut dire qu'il va augmenter le Z avec A toujours égale constante. Donc ça c'est tout simplement une désintégration bêta-. La désintégration qui fait passer de Z à Z plus 1, c'est une désintégration bêta-. Et j'obtiens ce noyau Z égale 55. Là aussi l'énergie de liaison n'est pas encore maximale. Donc il doit subir une autre transformation bêta- pour aboutir, si vous voulez, à une énergie de liaison qui est maximale. Et c'est le baryum, donc Z égale 56. La même chose pour les autres noyaux qui sont de l'autre côté, d'accord? Donc par exemple, si je prends le noyau Z égale 58, son énergie de liaison n'est pas maximale. Donc ce noyau-là, il va subir une transformation, donc il doit évoluer de telle manière à augmenter son énergie de liaison. Il va passer de là à là, donc il va diminuer le Z. Vous voyez que c'était 58, il va devenir 57. La transformation qui nous permet de faire cette isobarique, qui permet de faire cette transition-là, c'est soit bêta plus ou bien capture électronique. Donc, et j'obtiens, si vous voulez, ce noyau Z égale 57. Là aussi, l'énergie de liaison n'est pas maximale. Le noyau doit évoluer, d'accord, en subissant une transformation isobarique qui lui fait passer de Z égale 57 à Z égale 56. Donc, c'est une désintégration là aussi, bêta plus ou bien capture électronique. Et de cette manière, donc, tous les noyaux qui se trouvent à gauche du noyau stable subissent la désintégration bêta- et les autres ils vont subir la désintégration bêta plus. Donc là, ça c'est tout simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Par exemple, là, on a tracé cette différence d'énergie. Au lieu de tracer l'énergie de liaison, j'ai tracé l'énergie de masse. D'accord? On avait dit un noyau est stable si son énergie de liaison maximale. Et lorsque l'énergie de liaison maximale, ça veut dire que l'énergie de masse est minimale. D'accord? Donc là, je trace en fonction des masses, tout simplement pour vous donner une idée que vous pouvez tracer aussi les masses et vous trouvez la même chose. Donc là, on trace l'énergie de masse des différents isobars. D'accord? Vous voyez que la parabole, vous la voyez, il est là. Ça, c'est le M moins M du baryon. D'accord? Donc vous voyez que la parabole de masse, donc c'est celle-là. D'accord? Les noyaux qui se trouvent à gauche, ils vont subir la désintégration bêta-, et les noyaux qui se trouvent à droite, ils vont subir la désintégration bêta+. Donc l'énergie de liaison, donc là, puisque je travaille l'énergie de masse, donc l'énergie de masse pour le noyau stable est minimale. D'accord? Un noyau, on peut dire la même chose que ce que j'ai dit avant, un noyau est d'autant plus stable que son énergie de masse est minimale, ou bien son énergie de liaison est maximale. D'accord? Donc là, vous voyez que ça, c'est le cas pour le baryum. Donc ça, c'est la même figure que ce que j'ai montré avant. Tout simplement, avant, c'était en fonction de l'énergie de liaison. Maintenant, c'est en fonction de l'énergie de masse. Vous voyez qu'en général, dans le cas des noyaux à impair, il y a un seul noyau qui est stable. D'accord? Il y a un isobar stable et les autres, si vous voulez, sont instables. Par exemple, dans ce cas-là, j'obtiens un seul noyau, c'est le baryum qui est stable et les autres, si vous voulez, sont instables. Ça veut dire qu'ils peuvent subir des désintégrations, soit bêta-, soit bêta+, selon son Z. D'accord? Mais de temps en temps, il y a peu de noyaux, si vous voulez, qui peuvent, où on peut avoir deux isobars stables. D'accord? Par exemple, pour le A égale 113, le cadmium et l'indium, donc tous les deux ils sont stables parce que tout simplement le noyau, le Z0 que j'obtiens, il se trouve au milieu, d'accord? Et par exemple, quelque chose, 0,5 ou 0,56, quelque chose de ce genre-là, par exemple 45,55, d'accord? Donc les deux noyaux, c'est-à-dire 54 et 56, hein, ou bien. D'accord? L'essentiel, c'est que lorsque j'obtiens un nombre, par exemple 40,5, donc les noyaux qui peuvent être stables, c'est 40,5, ça peut être 40, ça peut être 41. D'accord? Donc les deux noyaux sont stables. C'est le cas que j'ai ici pour A égale 113 et pour A égale 123. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les noyaux impairs. Maintenant, on nous dit de montrer que dans le cas A pair, on obtient deux courbes correspondant au noyau avec Z pair et Z
Z pair et Z impair respectivement, tracer les deux courbes et en déduire les transitions β- et β+ qui peuvent exister entre les noyaux au voisinage du maximum de B à Z. D'accord? Donc dans ce cas-là, si vous voulez, on va parler des noyaux qui ont le nombre de masse A pair. Lorsque je dis A pair, ça veut dire qu'il s'agit des noyaux ayant Z pair et N pair, ou bien Z impair et N impair. D'accord? Et dans ce cas-là, si j'écris l'expression de l'énergie de liaison, donc ça va être la même forme que ce que j'avais avant, ce qui est en bleu, mais cette fois-ci, les constatations expérimentales, ou bien ce qu'on trouve dans la nature, c'est que les noyaux qui sont pair-pair, c'est-à-dire les noyaux qui ont Z pair et N pair, hein, ils sont très nombreux, d'accord? Il y a plus qu'une centaine, d'accord? Alors que les noyaux qui ont Z impair et N impair sont très peu, d'accord? Il y a à peu près 5 noyaux qui sont impair. D'accord? Cette constatation nous pousse à penser que pour les noyaux qui sont pair-pair, il y a quelque chose qui augmente l'énergie de liaison. Donc, ce qui fait que ces noyaux-là sont très stables. D'accord? C'est pour ça qu'il existe, si vous voulez, dans la nature. Il y a quelque chose qui favorise l'existence de ces noyaux. Par contre, les noyaux qui sont impair, il y a quelque chose qui défavorise, c'est-à-dire ils diminuent leurs énergies de liaison. D'accord? Donc c'est pour ça ici, on a ajouté une quantité pour dire que les noyaux qui sont pair-pair, ils sont nombreux, donc il y a quelque chose qui augmente leurs énergies de liaison, on va la compter positivement. Pour le CI impair, c'est le cas qu'on avait vu avant, et il y a moins delta pour les noyaux impair. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui défavorise les noyaux qui sont impair. Donc les noyaux, ils ont tendance toujours à s'apparier 2 à 2. Donc les noyaux pair-pair, c'est-à-dire les nucléons sont appariés. Dans ce cas-là, si vous voulez, l'énergie de liaison est plus grande. Dans le cas, si vous voulez, où il y a des nucléons célibataires, à ce moment-là, ça diminue l'énergie de liaison. Vous voyez qu'il y a, pour les noyaux pair-pair, j'ai plus delta, et pour les noyaux impair, j'ai moins delta. Donc si je regarde maintenant ma parabole, donc je vais avoir, si vous voulez, deux paraboles. Il y a une parabole qui est la même chose qu'avant, mais il est translaté de plus delta, donc il y a une augmentation de plus delta. Et il y a une parabole, si vous voulez, avec la même chose qu'avant, mais il est diminué de moins delta. Donc il y a une qui va augmenter et l'autre qui va diminuer. Donc je vais avoir deux paraboles de l'énergie de liaison. D'accord? Et chaque parabole, donc la parabole du haut, ça correspond, parce que j'ai plus delta, donc la parabole du haut, ça correspond, si vous voulez, aux noyaux qui sont pair-pair. Donc tous les noyaux pair-pair vont se placer sur la parabole qui est située en haut. Par contre, la deuxième, c'est une parabole qui se trouve en dessous, d'accord? Et ça correspond, les noyaux qui sont impair, ils vont se placer sur cette deuxième parabole. Donc l'énergie de liaison, si vous voulez, la plus grande, c'est lorsque je suis sur la parabole du haut, d'accord? On va le voir, si vous voulez, sur cette figure. Donc, vous voyez que la parabole du bas, ça correspond aux noyaux qui sont impair, et la parabole du haut, ça correspond aux noyaux qui sont, si vous voulez, pair. D'accord? Donc, vous voyez que l'énergie de liaison est plus grande lorsque je suis sur la parabole du haut. Maintenant, on va voir de la même manière que ce qu'on avait dit pour le cas de A impair. Si je prends par exemple ce noyau-là, d'accord? Ce noyau, c'est un noyau qui est impair, d'accord? Vous voyez que je suis sur la parabole du bas. Donc son énergie de liaison n'est pas maximale. Donc là aussi, il va évoluer pour augmenter son énergie. Hein? Il va augmenter, si vous voulez, son énergie de liaison. Lorsqu'il va passer, si vous voulez, de Z-4 à Z-3, là, c'était un noyau qui était impair. Lorsqu'il subit la désintégration β-, d'accord? Donc il va devenir pair. Donc il y a un neutron qui devient un proton, donc le nombre de protons il va augmenter de 2 et le nombre de neutrons il va diminuer de 1. Donc N devient pair et Z devient pair. Donc j'obtiens un noyau qui est pair. Donc je suis obligé de passer sur la parabole du haut parce que le noyau que j'obtiens c'est un noyau pair. D'accord? Vous voyez que je passe sur la parabole du haut. Maintenant ce noyau là aussi, il n'a pas son énergie de liaison n'est pas maximale. D'accord? Il va évoluer lui aussi pour augmenter son énergie de liaison. Donc, pour augmenter son énergie de liaison, il va, si vous voulez, il va passer de Z-3 à Z-2. D'accord? Là, il était pair. Lorsqu'il subit la désintégration β-, hein, il va devenir pair. D'accord? Parce qu'il y a un neutron qui va diminuer et un proton qui va augmenter. D'accord? Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, je veux obtenir un noyau qui est impair et je passe sur la parabole du bas. D'accord? La même chose, maintenant cette énergie de liaison n'est pas encore maximale, donc ce noyau-là, il doit évoluer
pour augmenter son énergie de liaison. Donc, il va passer, si vous voulez, à ce noyau-là. D'accord? Z-1. D'accord? Et vous voyez que dans ce cas-là, là aussi, il était impair. Lorsqu'il subit la désintégration β-, il devient pair et je passe sur la parabole du haut. D'accord? Et j'obtiens, si vous voulez, ce noyau. Maintenant, ce noyau, il ne va pas descendre. D'accord? Il ne va pas descendre ici pour nous donner un noyau qui est impair. Il ne va pas diminuer son énergie de liaison. Donc, il reste ici. D'accord? Donc, ça, c'est le noyau le plus stable. D'accord? Maintenant, si je passe de l'autre côté, si je prends par exemple ce noyau Z plus 3, d'accord? Là aussi, il doit augmenter son énergie de liaison, hein, puisqu'il diminue le Z, donc c'est une désintégration β+, donc il passe de là à là. Donc il était pair, lorsqu'il subit la désintégration β+, il devient impair. La même chose, celui-là, il est impair, et pour augmenter son énergie de liaison, d'accord, il va subir la désintégration β+, et il passe, si vous voulez, ici, sur la parabole pair, et on obtient, si vous voulez, ce noyau-là. D'accord? Donc, ce noyau que vous voyez, là aussi, c'est un noyau qui est stable. Donc, j'obtiens deux noyaux stables. Celui-là, il est stable, et celui-là est stable. Donc, celui-là ne peut pas venir ici, et celui-là ne peut pas venir ici, et celui-là ne peut pas passer directement de là à là. D'accord? Donc, obligatoirement, il reste ici. Donc, ça, c'est un noyau stable. D'accord? Et ça, c'est le deuxième noyau stable. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, j'ai deux isobares, si vous voulez, qui sont stables lorsqu'il s'agit de désintegration de ce type. D'accord? Voilà ce que je peux dire donc, sur cette transformation isobare. Voilà, merci et à la prochaine.